Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes dans une ambiance de protectionnisme généralisé avec les déclarations de Donald Trump. C'est pourquoi j'ai pensé que le président des amis de Trump, Trump France, pouvait nous parler de la politique de Trump. En plus, nous avons, cher Georges Clément, puisque c'est vous l'invité du jour, nous avons un petit peu de recul par rapport à son élection, parce qu'au moment de son élection, tout le monde s'est enthousiasmé. Enfin, une partie s'est enthousiasmée, d'autres, évidemment, se sont gravement inquiétés. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est véritablement que Trump renoue avec le passé de l'Amérique. Je ferai un rappel historique et ensuite, je vous laisserai la parole sur ces questions et sur d'autres, bien sûr. Nous évoquerons notamment sa lutte contre le wokisme. Mais l'Amérique, lorsqu'elle cherche son indépendance avec l'Est de la France, on s'en souvient, eh bien, elle est déjà protectionniste. Elle s'oppose aux droits que font payer les Anglais, dès la fin du XVIIIe siècle, sur les produits que les Anglais leur exportent. Ensuite, après la guerre civile, et jusqu'en 1945, elle sera protectionniste. La formidable croissance, chers téléspectateurs, de l'Amérique de 1865 à 1945 s'est faite dans un contexte douanier. À telle enseigne que l'État fédéral avait 70% de ses ressources venaient des prélèvements douaniers et qu'il n'y avait pas d'impôt sur le revenu à l'époque. C'est seulement à partir des années 90, véritablement, il y a eu le GATT, bien sûr, mais surtout à partir des années 90, avec l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, que l'Amérique se mette au libre-échange. Alors, Georges Clément, que faut-il penser de cette politique, et notamment du personnage qui inspire, le dénommé Edward Ludwig, qui est le grand inspirateur du protectionnisme selon Trump? Bon, écoutez, je laisse son comment on dit Edward Ludwig. Oui, mais c'est son inspirateur. Son inspirateur, oui. D'accord. Pourquoi pas. Moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que les États-Unis ont perdu aussi énormément de leurs industries avec cette politique de mondialiste de libre-échange. Vous savez, on cache toujours sur des mots libre-échange, c'est sympathique. Oui, comme ça, a priori. Oui. S'il n'était pas libre, ça serait embêtant. Mais en réalité, c'est pas raisonnable. Il y a des seuils de richesse personnelle, de pouvoir d'achat entre les pays, qui fait que si vous partez sur le libre-échange comme une vache sacrée, vous pouvez acheter effectivement pour 2 francs 6 sous des hectares en Roumanie en 1989. Ou en Ukraine. Ou en Ukraine. Non, mais je dis ça parce que je l'ai connu, la Roumanie, avec des amis, beaucoup d'amis roumains. Et que ça, c'est pas possible. Car c'est retirer aux pays et aux indigènes du pays, avec des guillemets, le droit de jouir de leur terre. De leur bien. Bien sûr. Donc le libre-échange n'est libre que pour celui qui a la monnaie forte et les liquidités les plus importantes dans le jeu. Donc, bon, le libre-échange, c'est un mot. Il a, entre partenaires de valeur égale et de niveau égal... Est-ce que c'est le cas? Mais non, au niveau mondial, ça ne sera jamais le cas. Car en dehors du gap quantitatif, réel, immédiat, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la valeur de la monnaie, de l'endroit, etc., il reste aussi l'aspect qualitatif. Les modes de consommation ne sont pas les mêmes, donc il faut imposer des modes de consommation à des gens qui fonctionnent autrement. On n'est plus dans la liberté du tout. Bon, alors, enfin bref, tout ça pour expliquer que le libre-échange aux États-Unis a donné quand même l'émigration des grandes compagnies américaines, y compris d'ailleurs en partie au niveau de la production, tout au moins automobile, mais pas seulement Apple. Oui, bien sûr. Fabrique à l'extérieur. Donc, cette espèce de migration, c'est-à-dire on a retiré la notion de patriotisme de la notion d'entreprise. Oui. Parce qu'une entreprise n'a jamais sorti de rien, c'est pas, elle est née toujours là et maintenant. Alors justement, et elle est une richesse de l'État. Hier, c'est-à-dire le 2
le 2 avril, a dit « Nous avons perdu 90 000 entreprises sous le règne de M. Biden. » Biden, oui, mais même avant... Et avant, ça avait commencé, bien sûr. Bon, allons, oui, non. Là, autant Biden n'est qu'une marionnette. Je dirais que le dernier mandat présidentiel, c'est pas celui de Biden, c'est celui d'Obama 3. Bien sûr. Hein, et tout le monde le sait. Et c'est réellement ça. Donc, et d'ailleurs, on sait maintenant qu'il a quasiment rien signé. Hein? Biden. Oui, il dormait trop. Écoutez, il était sénile depuis le début. Oui, bon, mais alors ça s'est aggravé, évidemment. C'est pas avec les traitements qu'on lui a infligés pour qu'il soit debout qu'il a pu s'améliorer. Donc tout ça pour revenir à dire que Trump fait quelque chose de pragmatique. Oui. S'il veut récupérer une puissance intérieure américaine et une prospérité, au fond, il faut qu'il rapatrie des industries. Mais est-ce que ça va se faire aussi facilement? Non, rien ne se ferait aussi facilement. Quand on détruit quelque chose, ça va très vite, et quand on veut le rebâtir, ça va très lentement. Alors, ça va... Non, parce que même les entreprises qui ont monté des usines gigantesques ailleurs, on les ferme pas comme ça, on met la clé dans la boîte aux lettres et on s'en va. Il y a tout un processus soit de revendre, de reprise, etc. Ou alors on laisse en friche, et à ce moment-là on perd les actifs. Et après il faut reconstruire là où nous allons. Et on ne transporte pas l'usine par bateau et on ne la reconstruit pas. On transporte les produits, mais pas les usines, bien sûr. Les process, vous voulez dire. La manière de fabriquer le produit. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Donc là, on est au niveau où, rendant plus cher, y compris les marchandises de marque américaine. Je m'explique. C'est qu'une voiture fabriquée au Mexique ou ailleurs de marque américaine, va coûter plus cher aux États-Unis, à la limite qu'une voiture étrangère, de marque étrangère fabriquée aux États-Unis. Alors, il y a des marques étrangères fabriquées aux États-Unis. Évidemment. Stellantis, par exemple, possède Jeep et Chrysler. Chrysler, Chrysler, c'est américain. À l'origine. Mais c'est Stellantis maintenant. Oui, c'est ça. C'est des ventes. De ce point de vue-là, l'industrie automobile française, pour Stellantis, va moins souffrir que, par exemple, l'industrie automobile allemande, qui va en prendre. D'accord. Mais comme le Stellantis n'est qu'une marque, parce que les marques, ça compte pas. Ça compte en marketing, là je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est mon métier, mais ça compte pas en valeur d'actif. D'accord. Ou si ça compte en valeur d'actif, c'est parce qu'on a une... Bon. Si Stellantis, c'est Peugeot ou Renault, je ne sais pas lequel des deux. C'est Peugeot. C'est Peugeot, voilà. Peugeot et Opel aussi. Et la marque Opel. Ah, mais Opel, alors là, c'est autre chose. Rachetée par Stellantis. Oui, voilà. Stellantis a racheté Opel, qui était non pas allemande, mais General Motors à l'origine. Oui, absolument. Oui. Bon, écoutez, une chatte, il ne retrouverait pas ses petits. Donc, pour moi, Stellantis est une fabrique des voitures Peugeot, Opel, si vous voulez. Et aux États-Unis, donc, sont des voitures américaines. Alors, est-ce que les Américains ne vont pas en souffrir de cela, en ce que ça va provoquer de l'inflation? Les prix vont augmenter. Écoutez, l'inflation, vous savez ce que c'est. Elle a démarré il y a déjà une dizaine d'années, 2008 même, par le quantitative easing et la fabrication de masse monétaire. Alors, il ne faut pas qu'ils reviennent nous raconter maintenant que des décisions à court terme et conjoncturelles vont jouer sur un phénomène qui est monétaire et qui est là depuis 2 décennies. Voilà. Bon. Et quand je dis 2 décennies, c'est parce que je suis gentil, parce qu'en réalité, les décennies précédentes, on a eu ces montées des actifs boursiers et des actifs immobiliers qui ne sont jamais comptés dans l'inflation. Non. Hein? Donc vous achetez une maison le double de la valeur qu'elle avait 8 ans avant, ce n'est pas de l'inflation. Ben si, c'est de l'inflation. Bien sûr. Donc, l'inflation est ancienne. C'est un phénomène qui est lié, à mon avis, à la consommation effrénée des peuples d'Occident, auxquels on a dit que la prospérité, c'était la consommation. Absolument, et au prix, d'ailleurs, d'importation à bon marché de produits chinois. Mais le pire de ça, c'est qu'on a lié une certaine idéologie, celle de l'accès de tous à la propriété, de l'accès de tous à tous les produits, qui a entraîné le financement par de l'argent public d'un certain nombre de consommations, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Et par l'emprunt.
Et par l'emprunt, attendez, l'emprunt exigé par l'État ou obligé... Prenez la crise des subprimes. Voilà, c'est ça. La crise des subprimes, nous savons qu'il y a quand même des exigences de la présidence Clinton pour financer des achats d'appartements par Freddie Mac ou l'inverse, ou Fannie Mae, enfin peu importe. C'est-à-dire qu'on a prêté à des insolvables. Voilà. Mais sur ordre politique. Oui, mais qu'en plus, on a titrisé attendez, c'est les créances des insolvables. Bien sûr. On les a mises dans le circuit. Mais tout ça parce que les banquiers qui étaient obligés de faire ça. Oui. Savaient bien qu'ils allaient... Et en titrisant, ils noyaient le poisson dans d'autres crénements. C'était une bouée de sauvetage, mais elle n'a pas suffi compte tenu de la masse, parce que le problème des masses est en jeu. Donc, l'inflation n'est pas maintenant maîtrisable, comme ils l'attendent tous. Ce qui m'amuse, c'est quand même de regarder le taux d'inflation ce mois-ci a baissé, a monté. Mais ça veut dire quoi, ça? Mais rien du tout. Très curieux. Très curieux. Mais comment on peut, au niveau économique, et je parle des spécialistes, enfin avec des guillemets, qui s'expriment dans les radios et télévisions, traiter presque au jour le jour, mais disons au mois le mois, des indices qui sont des problèmes de fond, structurels, et qui remontent loin, et qui sont basés en plus sur du crédit, c'est-à-dire de la dette. Et puis vous avez raison, vous avez souligné que c'est le quantitative easing, c'est la planche à billets. La planche à billets, immédiatement en 2008, ça a été... Créer de la monnaie ne crée pas la croissance, c'est la croissance qui crée de la monnaie. Du profit, et ce profit en épargne devient de la monnaie. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Donc c'est pour ça que parler d'inflation en liaison avec des mesures conjoncturelles qui peuvent très bien être remplacées 6 mois, 1 an après, c'est scandaleux, c'est de la propagande politique. C'est pour dire... vous voyez, il va faire mal. Est mauvais. Or, je crois qu'entre ces petits messieurs qui disent ça sur les télés ou radios, que je n'écoute pas d'ailleurs, je suis tranquille, je n'ai rien en tête, mais si vraiment ils disent des choses pareilles, ils le disent. En parlant d'un grand patron américain qui est devenu président, ce sont eux les imbéciles. Voilà. Alors, maintenant, parlons de... Protectionnisme, donc. Non. Alors, je voudrais juste dire qu'il ne travaille pas sur le thème du protectionnisme. Non, il met... Alors, en anglais, le mot c'est tarif. Et c'est très bien, tarif. C'est-à-dire que... en français, c'est droit de douane, on est d'accord. Mais tarif, ça veut dire qu'on fait peser sur un produit ou une classe de produits venant de l'étranger, en fabrication, une taxe pour le rééquilibrer par rapport au marché américain. Ça se lève aussi facilement que ça se met. Oui. Donc c'est pas... Ça s'enlève aussi facilement que ça se lève. Bien sûr, ça se lève, oui, on peut lever l'obligation aussi facilement que ça se met. Donc ce n'est pas quelque chose de fond, c'est pas quelque chose comme... Alors que l'inflation, personne ne l'a décidé. Ce sont les idioties faites par des gens se disant banquiers centraux, qui sont en fait des fonctionnaires aux ordres d'un certain nombre de clans, qui ont créé par le quantitative easing, qui est une mesure de propagande politique pour dire tout va bien, dormez bien, il n'y a rien à voir, et tout va bien. Vous dites propagande politique, et en plus, cela donne à l'État, aux États profonds, le monopole de l'émission monétaire, alors même que, dans une certaine mesure, l'émission monétaire était provoquée par l'activité, justement. Ah oui, normalement. Mais maintenant, la monnaie est devenue totalement discrétionnaire. Oui, c'est ça, c'est absolument. Mais bon, c'est pas une nouvelle histoire non plus. Non, en effet. N'allons pas là. Nous n'avons pas... Tout ça pour expliquer que, pour moi, ces problèmes de droits de douane sont des problèmes... Mais attendez, il y a autre chose. L'État américain est dans une situation financière catastrophique. Bien sûr. Et le budget, ils ont été obligés, alors ça... eux disent que l'inflation va être enclenchée. Mais il n'empêche que Trump a fait un acte politique, et même en exigeant, car il avait contre lui le Freedom Caucus à la Chambre de représentants, qui était contre la mesure de relèvement du plafond de la dette, qui est une bouffonnerie permanente. Si on peut relever le plafond de la dette, à quoi sert un plafond de la dette ? Bon, la question est là. Or, normalement, les fameux libéraux économiques, attention, parce qu'aux États-Unis, il y a 2 sortes de libéraux.
les libéraux économiques étaient contre l'augmentation de ce plafond de la dette permanent, parce que si on prend les 8 ou 10 dernières années, ou les 3 derniers mandats, donc les 12... Oui, oui. Il y a eu combien de... Tous les ans. Oui, c'est ça. Ah, c'est pas compliqué, tous les ans. Relèvement du plafond. Voilà. Oui. Et alors, le vote, quelle que soit la conviction économique, là, on n'est même plus dans le politique des députés qui vont voter, c'est vous n'avez pas le droit, car il faut bien payer tous ces gens. Comment fait-on? Alors, justement... Alors, c'est bien le cercle vicieux, c'est-à-dire que... Ça va nous amener à un autre sujet que le protectionnisme, le nettoyage effroyable auquel procède... Non, veut procéder. Procéder. Oui, justement. Là, dans les ministères, dans les agences gouvernementales, c'est déjà commencé, Georges Clément. Non. Alors, attendez, laissez-moi finir. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Bien sûr, c'est commencé. Mais c'est arrêté. Ah, par qui? Ah, et c'est là qu'on rentre, à mon avis, dans le problème actuel aux États-Unis de l'équipe Trump. Alors, comme je ne suis pas non plus dans les... J'ai pas de secret, hein. Non. Je ne sais pas si... Ça aurait été raisonnable, quand même, que la clique mondialiste et gauchiste, c'est la même, hein, c'est la même chose, n'allait pas accepter une défaite. Parce qu'elle est engagée au niveau mondial dans un changement de civilisation, excusez du peu. Oui. On a vu des civilisations changer dans le passé pendant des millénaires, mais ça s'est passé sans une décision, n'est-ce pas? Oui, voilà. Et qu'ils ont fait trop de crimes, je pèse mes mots là, de crimes, à tout point de vue, pour s'en tirer indemnes si réellement ils sont basculés dans le néant. Mais il y a quand même déjà des licenciements dans les ministères. Non, attendez, oui, mais il y a des juges qui ont bloqué ces licenciements. En effet, je voudrais donner... Alors d'abord, on a découvert, depuis 2 ou 3 semaines, qu'il s'est créé un mouvement, je ne sais pas comment l'appeler, une association, enfin encore que... Alors on connaît 400 juges là-dedans, qui vont depuis le président de la Cour suprême, Roberts, avec un autre de ces juges, en tout cas dont le nom est apparu, qui s'appelle Mechani Jackson, me semble-t-il, Jackson, oui, et qui a été nommé par Biden, une de celles, et jusqu'aux juges de district, et qui ont une politique, c'est de bloquer tous les effets. Non, mais attendez, les chiffres sont là. Il y a eu, alors c'est la semaine dernière, là, depuis il y en a eu d'autres, il y en a tous les jours, 2. Il y a eu 129 la semaine dernière, il y avait 129 blocages d'executive order depuis 1 mois. Oui, en effet. Pardon, depuis 2 mois. C'est-à-dire 2 par jour. Alors... Et là, il y en a eu d'autres. Et on voit bien que c'est de plus en plus agressif. Et que la question est simple, on est dans une république basée sur des données comme celle de Montesquieu. Il y a l'ordre judiciaire, l'ordre législatif et l'ordre exécutif. Exécutif et législatif. Et l'exécutif ne peut pas être entravé par le législatif hors du cadre des lois, bien sûr. Bon, et le judiciaire encore moins. Encore moins, oui. Car lui, il ne doit rien avoir de politique. Oui, soit dit en passant, ça nous fait singulièrement penser à la France. Mais enfin, fermons la parenthèse. Bien sûr, et revenons aux États-Unis. Bien sûr, oui, restons-y. Vous pensez, Georges Clément, qu'il n'y a pas d'issue pour l'instant? Écoutez... en termes budgétaires, ça va continuer de coûter des fortunes. Non, mais attendez, c'est 2 choses. Oui, ça c'est évident. Mais c'est surtout que ça signifie que, quels que soient les électeurs et les élections, il y a une métapolitique figée que eux appellent l'état de droit et qui est illégale. Enfin, toute nouveauté est illégale. Oui, d'accord. Donc, l'idée de supprimer des postes dans les agences gouvernementales était une idée de Musk. Elon Musk l'avait expérimenté. Attendez, c'est même pas ça. Elon Musk a dit qu'il y a des dépenses abusives et l'utilisation de fonds publics abusive. Voilà. Bon, donc, on va voir ce qu'il en est. Alors, ce qu'il en est, on le sait, puisqu'il a fait des rentrées à l'USAID, qui est celle qui nous concerne le plus, d'ailleurs. Oui, US. Agence pour le développement. ID.
Oui. C'est USAID. Non, aide, oui, enfin, si vous voulez. Pas l'aide. Oui, oui. C'est l'Agence internationale pour le développement. Voilà, D'accord. voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit aide, USAID. Oui, bon, peu importe. Bon, alors, déjà, ça a fait des histoires, parce que bien sûr, il est rentré. Il est évident qu'on ne peut pas faire ces audits en présence des fonctionnaires qui jouent. C'est pas possible. C'est les premiers intéressés à... Un expert comptable ou un commissaire aux comptes, il le fait pas, il le fait seul et il demande après, il pose des questions après s'il a besoin d'éclairer. Mais c'est lui qui regarde. Là, ils agissent de la même façon. Et donc, il y a eu des réactions sur le droit de Musk, qui n'est même pas élu. Alors ça m'amuse, parce que les juges non plus. Oui. Les juges non plus. Bien sûr que non. Bon, donc, on est comme... Au niveau des comtés, les juges sont élus. Oui, non, mais tous les juges fédéraux, tous les juges... Non, ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Ils sont proposés par la puissance politique, dont ils se foutent après, d'ailleurs. Entre parenthèses, on s'aperçoit de ça. Donc, il n'y a pas d'effet pour l'instant. Donc, alors, la conséquence de la découverte de milliards, il en est à peu près d'un trillion, hein. La conséquence, c'est que dans certaines de ces agences ou de ces ministères, surtout les agences fédérales, c'est qu'en effet, elles servent à rien, que l'argent qu'elles distribuent n'a rien à voir avec la politique américaine ni avec l'intérêt des États-Unis, et que donc il faut arrêter. Et si on arrête et qu'on supprime des crédits, eh ben, on ne peut plus payer les gens et que donc on supprime les postes. Bon. Oui. Or, là, on rentre devant un problème que moi j'avais évoqué avec des amis qui me disaient « Ah, il est élu, tout va bien, il va pouvoir faire... » Je dis « Attendez. Et les fonctionnaires qui sont, ou qui se pensent irrévocables ?» Oui, mais... Eh bien, ils sont irrévocables dans leur tête. Alors, pourquoi... Et c'est tout ce à quoi nous assistons. Oui, mais pourquoi ces manifestations dans les rues? Puisqu'il semblerait que leurs emplois soient supprimés. Et ils protestent contre la suppression de leurs emplois. Oui, parce qu'ils s'estiment être... Il y a quand même un effet. Non, mais il y a un effet, mais qui sert d'outil et de levier pour refuser la suite. Oui, donc, pour l'instant, moi je constate un blocage, mais un blocage idéologique. Oui, ça c'est... Alors non, mais c'est ça qui est beaucoup plus important qu'un blocage simplement d'ego. Constitué par, alors, la masse du monde judiciaire, la masse, parce que là on parle de 400, mais on ne sait pas, et dont la Cour suprême, et dont le président de la Cour suprême, qui en plus est soi-disant conservateur. Ben oui, puisque... Non, il n'y a pas de... Oui, bon, d'accord, mais il faut arrêter avec ça. Oui, mais alors, justement, il vient de perdre une élection dans le Wisconsin. Non, mais ça sur Wisconsin. C'est le seul endroit où les cours suprêmes sont élus par la... Ah oui. Alors la presse française en fait un signal... Bon, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est dommage, mais là, je rappelle qu'elle était déjà démocrate à 100% depuis les 10 ans qui viennent de passer. D'accord. Donc, honnêtement, ça ne change rien. En réalité, ça ne change rien. Bon, la question est-ce qu'il est normal dans des constitutions, mais là, c'est la constitution du Wisconsin, puisque vous savez que chaque État a ses constitutions, de considérer que c'est l'élection populaire qui, en effet, pourrait, si on s'arrange bien, mettre 100%, mais 100% de la même couleur chez les juges suprêmes. Ça, c'est une grande question. On va me dire, mais c'est le suffrage universel. Ah ben, si le suffrage universel arrive au parti unique, alors il rate son coup. Parce que c'était pas pour ça qu'on le faisait. Non, passons. Donc, le monde judiciaire est en rébellion contre le peuple américain. On est devant une crise constitutionnelle. Ça a été dit par Newt Gingrich hier, qui a été qui était le speaker de l'Assemblée nationale à l'époque des Républicains. Voilà. Ça a été dit à la marge, mais faut pas croire que ces gens comme Alec Baldwin, cet acteur qui a eu des démêlés, parce que hélas il a tué quelqu'un sur le plateau. Passons, mais ça c'est anecdotique. Il a été condamné ou je sais pas quoi. Mais hier, il a parlé, il a dit non, on est dans une guerre civile. Alors, autrement dit, je crois, moi je l'ai écrit. Donc, je l'ai écrit dans un de mes livres d'articles politiques il y a au moins 8 ans. Les États-Unis, mais il n'y a pas que.
Il n'y a pas que. Hein, donc, je voudrais bien qu'on comprenne. Pour moi, les États-Unis sont vraiment actuellement le cradle, comme on dit, le creuset, le creuset du monde occidental, où ils se sauvent, et on peut éventuellement se sauver, où ils se perdent et on est perdu. Parce que la guerre civile, 42% des Français, selon un sondage, sauf d'il y a une semaine, 42% des Français disent que le risque est très fort, en France même. Attendez, le mot risque, je vais le poser. Il n'y a pas de risque. Une guerre civile n'est pas une hypothèse. N'est pas quelque chose, une saute de l'esprit. Non, mais vous savez, moi j'utilise beaucoup la théorie des plaques tectoniques en matière politique. La politique politicienne, c'est rien. Bon. Mais en dessous, il y a des forces. À un moment donné, il n'y a pas d'issue que la collision, l'érection des montagnes ou les tremblements de terre ou les tsunamis. C'est un fait. Bon. Je crois qu'il y a des Français qui ne peuvent plus vivre avec leurs contemporains actuels. Plus vivre, au sens de vie de tous les jours. Bien sûr, plus vivre. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce qu'à ce moment-là, on part sur la France. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il est évident que actuellement, l'opposition... Alors, je termine. Il y a le blocage judiciaire. Mais il y a le début du terrorisme contre Tesla au prétexte de Musk. Mais c'est au prétexte de Musk. Parce qu'ils ont attaqué aussi, alors, au Nouveau-Mexique et dans un autre État, je crois que c'est dans le nord, au Michigan, mais je ne suis pas sûr, mais le Nouveau-Mexique, j'en suis sûr, les locaux du Parti républicain. Et ils les ont brûlés. Donc, il y a du terrorisme qui est organisé. On a trouvé Pour ceux qui étaient Tesla, on a trouvé les commanditaires. Ce sont bien sûr des apparatchiks démocrates qu'on connaît, etc. Donc il y a une guerre civile, car le terrorisme c'est de la guerre civile, et il va y avoir les problèmes économiques et monétaires. Il y a monétaires. quand même le boycott de Tesla en Europe, par exemple, qui a des effets. En France notamment. Oui. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est. Il y a un boycott de Tesla. Attendez, parce que... Qui a des conséquences boursières, d'ailleurs. Oui, bon. Alors, vous savez, la bourse devrait être effondrée depuis longtemps, alors bon, ça va bien. Non, mais l'empereur, c'est les habits de l'empereur. Oui. L'empereur est nu. Le roi est nu, oui. Voilà, oui, le roi, si vous voulez, ou l'empereur, ça revient au même. Et il est nu. Alors après, la bourse qui baisse, qui monte, mais attendez, la bourse qui baisse et qui monte, le fait en fonction de flux financiers qui sont basés sur des monnaies qui n'ont aucune valeur. Bon, alors on joue au Monopoly. Bon, donc, non, pour Tesla, d'abord, c'est quand même une leçon. Un chef d'entreprise, sauf s'il abandonne son entreprise, enfin je veux dire qu'il s'en sort, ce qui est le cas de Trump. Mais malgré ça, ils ont essayé d'abattre l'entreprise immobilière, met en danger son entreprise. Parce que il y a des rumeurs qu'il serait sur le départ, mais ce ne sont que des rumeurs. Oui, mais... départ de Musk. Bon, d'abord, Musk, il est là, je veux dire, il rend service à Trump. Oui. On oublie que c'est la plus grosse fortune mondiale. Qu'il a SpaceX qui fait des merveilles toutes les semaines, en dehors de Tesla, etc. Bon, tout ça est anecdotique. Ce sont des mots de gens qui cherchent des... Musk est là pour lui rendre service parce qu'il a les moyens informatiques, techniques et de faire des audits des systèmes informatiques. D'accord. Donc, c'est ce qu'il fait. Mais, s'il s'agissait de faire un bilan des 3 mois qui viennent de s'écouler. Mais les 3 mois, par l'executive order, il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, et les juges, par leur blocage, ont défait ce qu'il a dit qu'il allait faire et qu'il a fait. Donc, rien n'a été fait ? Très peu, à la marge. De lutte contre le wokisme, par exemple. Non, mais ça, c'est encore un autre problème. Oui, justement. Mais attendez, là, on parlait dans l'audit des services fédéraux, la découverte qu'on utilise des fonds publics pour les souris transgenres ou pour le LGBT en Colombie. Sur ce même plateau avec d'autres, nous avons évoqué les usages de USAID. N'empêche que ça, par contre, est la seule chose qui survit. Ben oui. C'est bien,
Ça pose des problèmes beaucoup en Europe. Oui, parce que la plupart des médias européens, l'AFP était financée par USAID. Exactement. Et elle n'est pas la seule. Tous les journaux d'Ukraine et de Roumanie le sont. Enfin, pour ceux que j'en sais, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Hein. Bon. Donc, mais pour le reste, on a le combat. Et ils utilisent, ces juges, des arguments moraux en politique. Ah, mais toujours. Oui, non, c'est pas normal. Parce qu'on parle de droit. Alors, si on parle de droit, on parle de lettres, on ne parle pas d'autre chose. Oui. Ils utilisent, par exemple, pour les criminels, que Trump a déportés au Salvador. Oui, ce sont des criminels. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés illégalement, mais sur le territoire national, ils ont organisé par exemple, ils ont squatté. Mais le Salvador a accepté de les prendre. Oui, non, bien sûr. Bon. Mais alors, ce sont des criminels. Bon, eh bien, le juge Goesberg, je crois que c'est ça son nom, peu importe, a dit, mais non, leurs droits individuels doivent être respectés. Et il doit y avoir un due process, individuel. Donc ils sont là, on n'a plus aucun droit de les éjecter par autorité administrative. Ou autorité politique, en l'occurrence, c'est rien même. Oui, mais il y en a qui sont déjà partis, quand même. Oui, ceux-là qui sont partis, oui. Ils vont pas mais attendez, mais il y en a des milliers. Oui, c'est vrai. Il y en a des milliers. Vous avez deux grands gangs. Il y avait le gang ancien qui s'appelle le MS-13 et qui sévit, lui, depuis des années, 10 ans. C'est pas Marseille, quand même. Non, ce sont des Mexicains à l'origine. Et puis, il y en a eu un autre, c'est celui qui est en cause, là, surtout, qui est le fameux gang vénézuélien Tren de Aragua, qui, lui, est récent, et est rentré avec l'immigration massive de Biden, s'est installé dans des immeubles et des quartiers entiers, comme dans le Colorado à Denver, a vidé les habitants, locataires comme propriétaires de leur appartement méchamment, avec des morts et de la violence. S'y est installé, il a fallu ensuite attendre que Trump arrive pour qu'on les déloge, d'autant plus que le Colorado est un État libéral, comme la Californie. Et donc, ce sont ces gens-là qui ont été actuellement envoyés en priorité au Salvador. D'accord. Alors, libéral, c'est intéressant, la sémantique, parce que... Ah oui, c'est un problème. Liberal, aux États-Unis, c'est la gauche. C'est l'extrême gauche, même. Et en France, libéral, ça voulait dire à droite. Mais ça veut de moins en moins à droite. Aujourd'hui, le terme libéral en France rejoint très exactement le terme américain. Mais ça, c'est pas... Oui, mais alors là, c'est par acculturation française. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que ces Français qui haïssent les États-Unis aujourd'hui parce qu'elles sont dirigées par Trump. Oui. Mais ils adorent les États-Unis d'Obama. Donc, ils sont des idéologues. Les idéologues... Napoléon avait eu un mot très dur pour eux, je ne l'ai plus tout à fait en tête, mais vraiment, c'était pour lui la fin de l'humanité incarnée. Georges Clément, donc, je vous ai demandé de faire un bilan des 3 mois de Trump. Alors, les 3 mois de Trump, ils ont été il y a quand même des... Voilà. Non, ils ont été efficaces sur la volonté de faire FAIRE. Ah non, pas de FER. Oui, non. Il n'y a pas d'erreur. Il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Oui. La question, c'est qu'il se heurte à un mur réel de blocage, parce que, mais on lui a dit, le culot de lui dire, mais vous avez des processus d'appel. Oui. Vous allez en appel fédéral avec les juges qui font partie du même groupe. Sûr, Et puis après, vous allez aller à la Cour suprême, dont on sait déjà qu'elle a renvoyé un certain nombre de plaintes qu'il a eues depuis le début. Donc, quand vous avez le monde judiciaire contre vous et qu'on donne au monde judiciaire la capacité de bloquer l'exécutif, parce que tout le problème est là, en fait, vous en sortez pas facilement. J'aimerais que nous allions aussi sur, quand même, la politique étrangère. Ah, volontiers. La question ukrainienne. Parce que, quelles que soient les méthodes, quel que soit le comportement des uns et des autres, on voit bien que c'est en train de se dénouer, qu'on marche quand même vers une paix. Bon, alors, qu'en pensez-vous ? Je suis ça, 2 fois par jour, par des groupes biélorusses qui s'occupent de militaires sur le terrain, etc. Moi, je dirais une chose. D'abord,
les gens disent quelque chose le lundi, disent le contraire le mardi, etc. Si vous prenez Zelensky... Et on a quelqu'un à l'Élysée qui fait pareil. Oui. Bon, là, si je rentre dans l'affaire, dans Macron, dans cette... Non. Allons, restons sur les tâches. Vous prenez Zelensky. Oui. Il a dit oui, il a dit non. Le lendemain, il rentre des États-Unis, il dit de toute façon, je reconnais aucun territoire, donc il n'y a plus de discussion. C'est pas compliqué. Trump a fait le bon chemin il y a 3-4 semaines, enfin à peu près, quand il a commencé. Le jour où il a dit la position de la Russie en 2022 était compréhensible du seul fait qu'elle ne pouvait pas, en tant qu'État, accepter à sa porte l'installation de l'OTAN avec des moyens d'attaque militaire qui mettaient Moscou à quelques minutes de tir. C'était impossible en termes de puissance souveraine. On a la phrase de Trump, là. Oui, absolument. Donc, à partir de ce moment-là, il contestait, et il le conteste toujours, mais alors, là, on rentre dans la politique américaine. Il a des Lindsey Graham. Il faut savoir que même au Parti républicain, et même chez les Trumpistes, vous avez une grande partie russophobe. C'est-à-dire bête en matière politique étrangère. Oui, parce que, je veux dire, être russophobe, ça ne fait pas une politique. Non. Vous n'aimez pas les Russes, alors vous allez les détruire. Non, mais c'est ça la question. C'est pas à cause de ça. Est-ce que c'est pas un reliquat d'anticommunisme, d'antisémitisme ? Oui, alors, oui, ça c'est certain. C'est l'ombre portée de la guerre froide. Bon. Alors, l'ombre portée de la guerre froide, elle est dans les esprits. On l'a autour de nous en France, chez des amis qu'on connaît bien, dont je ne dirais pas un seul fois le nom, mais qui sont anti-russes. Bon, ils sont anti-russes parce qu'ils étaient anticommunistes. Ben, moi, j'étais anticommuniste, ça c'est clair. La guerre froide, je l'ai vécue pas à pas. J'étais sans discussion pour l'effondrement de l'Union soviétique, pour le bien des Russes. Hein. Mais il est fait. Il est fait depuis 35 ans. C'est le grand paradoxe que je souligne dans mon bouquin, les nouvelles routes de la servitude. Je mets en évidence le fait qu'on est encore piégé par notre antisémitisme. Vous savez, il y en a un qui avait dit ça, c'était Druon, en parlant d'autre chose, de la CGT, mais la France aux ordres d'un cadavre. Je pense que c'est un titre qui continue à être vrai. Sa politique étrangère est aux ordres d'un cadavre, y compris à droite, et c'est ça qui est terrifiant. Bon. Et aux États-Unis, il y a ça au Parti républicain. L'emblème, c'est le sénateur Lindsey Graham. Qui a dit des choses invraisemblables lorsqu'il est allé en Ukraine avec McCain, mais c'est vieux, ça, là. Votre combat et notre combat, nous irons jusqu'au bout, etc. Enfin bon, bref, il faisait la guerre à la Russie déjà. Et Trump est obligé de composer avec lui à tel point que malgré ce que je viens de dire qu'il a dit, et il a dit, on a les textes, il soutient Graham dans sa réélection pour l'an prochain. Oui, mais ça, c'est la politique. Voilà. Donc, général de Gaulle, un jour, avait dit au général Salan, écoutez, mon cher Salan, vous vous occupez pas de politique, vous avez raison, ça salit son homme. Il savait de quoi il parlait. Mais là, on est dans le même cas. Alors, Trump, il est là, il est dans cette affaire-là. Il s'est engagé dans cette voie. Et il a dit, on a eu des textes. On a les textes. Il n'est pas question de récupérer les territoires pour l'Ukraine. Oui, le Donbass, la Crimée, c'est... La Crimée, bien sûr, en plus. Il n'est pas question. Il l'a dit, donc c'est une base de discussion. Mais Zelensky dit non. Et il n'est pas seul à dire non. Ce Zelensky, il est aux ordres de Starmer, maintenant. Disons de l'Angleterre, parce qu'avant, c'était déjà ça. Hein. Ils ont eu une première ministre qui a duré une journée, qui s'appelait Truss, je crois, comme ça, et qui avait dit on n'a pas la bombe atomique pour rigoler. D'autant plus qu'elle n'a pas la bombe atomique, ça elle ne le sait pas. Il faut l'autorisation de Washington. Américains. Passons. Oui, mais en matière d'autorisation, vous le savez, les F-35 sont programmés, ils ont une clé. Ils ont une clé informatique. Telle que si les Polonais veulent l'utiliser, ils en ont acheté pour plusieurs milliards. Il faut l'autorisation de Washington. Bien sûr. Non, mais bon, bref. Et Zelensky s'est réfugié dans les bras de Starmer et Macron. Et Macron. En tout cas, au niveau diplomatique, c'est bien là que ça se passe.
Et donc, il est allé à Washington, vous savez qu'il s'est fait remonter les bretelles. Ça n'a pas suffi. Il a recommencé en arrivant en truc. Donc, pour l'instant... Il joue les petits soldats. Pour l'instant... Il veut absolument sa guéguerre. Je crois qu'il risque sa vie aussi maintenant. Hein. Vous parlez de Zelensky. Oui, alors, non, Zelensky a été élu... Non, je parlais de Macron. Moi, Macron, ça c'est autre chose. Raison politique intérieure. Non, je parle de Zelensky. Oui, Zelensky. Quand il a été élu il y a longtemps, il y a longtemps, je ne me rappelle même plus de la date. Bon, je crois que c'est... Après qu'il ait abandonné sa guitare et qu'il se soit rhabillé. Oui. Voilà. Bon, bref. Il y avait des discours de politologues ukrainiens et américains le lendemain de l'élection disant qu'il doit rendre des comptes à Azov et à secteur droit. Oui. Et quand on leur rend des comptes à eux, c'est le revolver sur la tempe. Bien. Donc ça c'est un fait. Tu joues, mais attention, tu fais ce qu'on te dit de faire. D'accord. Et en plus maintenant, il a une guerre sur les bras, où il a quand même commis des crimes de guerre dans beaucoup d'endroits, dont Souja d'ailleurs actuellement. Et puis il a fait tuer des centaines de milliers de pauvres gars. Oui, ça c'est d'accord. Oui, russes et ukrainiens. Ah oui. Et ça va. Non, mais il est dans... Et en plus, il est illégitime. Alors, où je suis surpris par Trump, c'est qu'il a dit ça, qu'il était illégitime, la semaine dernière ou il y a 10 jours. Il a dit Zelensky, ce mauvais acteur ou comédien, qui a tourné dictateur et qui n'est plus légal, il doit y avoir des élections. Il a demandé des élections, en effet. Et alors, Poutine a redit ça hier ou avant-hier, en disant, nous, on ne peut pas signer avec ça. Mais c'est ce que je comprends, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et là, Trump s'est mis, soi-disant, en colère. Alors, attention à la désinformation, car toutes les déclarations passent par des mainstream médias comme NBC, comme BBC, comme CNN, j'en parle même pas, etc. Et là, on te transforme ce que tu as dit pour dire le contraire. Mais moi, je sais, et j'ai toujours pensé, peut-être parce que la guerre d'Ukraine, je l'ai suivie depuis 2022, depuis le premier jour, que c'est pas une guerre. La Russie ne fait pas une guerre pour rigoler. Non, mais vous avez des gens qui disent une agression comme ça. Oui, c'est ça. Poutine s'est réveillé comme ça en 2022. En février, il a dit tiens, moi je m'en vais leur casser la gueule. Excusez-moi pour le langage, mais c'est ça. Mais pas du tout. Enfin, c'est profond. C'est de la géopolitique. C'est lié aux accords de Minsk. Mais oui, mais on va pas le refaire parce que sinon on y est pour demain. Mais il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme tel. Hein. Et donc, on n'en sortira pas tant qu'on sera dans cette idéologie-là, car c'est une idéologie. Trump est au milieu, il n'y croit pas, il l'a dit, il a dit, parce que, mais si, sur Truth Social, il a écrit, donc on a des textes, mais il ne peut rien faire. S'il reste neutre, il ne peut rien faire. Et s'il reste neutre, il est rejeté par les deux, surtout par Zelensky. Hein. Donc, on en est là. Moi, j'attends la suite. Pour l'instant, la Russie et Poutine n'est pas libre, il ne faut pas croire. Hein. Poutine est président d'un État. Et à l'intérieur de cet État, il a des obligations. Il a une opposition qui est plus belliciste que lui. Il y a eu une opposition de droite qui est plus belliciste, il y en a une autre qui est au contraire... Plus libérale, non, mais beaucoup plus, on ne l'imagine pas. Oui, non. Mais est-ce que vous pensez quand même que Trump a les moyens de conduire vers une paix? Pour l'instant, sur le plan intérieur américain, j'en suis pas sûr. Non, parce que j'entends un discours qui serait celui-ci... il y aura une paix sans vainqueur ni vaincu. Alors ça c'est la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est ça? Oui. Vous savez, mais c'était le rêve de Lénine. Lénine avait pensé qu'en signant la paix de Brest-Litovsk, eh bien, il aurait, en 18, il conserverait l'Empire. Il a perdu les Pays-Baltes, la Pologne et l'Ukraine, qui n'a été récupéré. L'Empire russe. Parce il était à la tête de l'Empire russe. Oui, la Pologne, c'est d'accord. Mais ça, c'était les Pays-Baltes et l'Ukraine. Ah non. Si, l'Ukraine était dans l'Empire russe et elle est redevenue soviétique seulement en 1919.
Après le traité de Brest-Litovsk. Ah, d'accord, mais ça a duré 2 ans. Oui, non, non, parlons pas de choses comme ça. Ça n'a pas de sens. Sinon, l'Ukraine est à l'origine de la Russie. Oui, ça c'est... Non, mais peu importe. L'histoire, c'est l'histoire. Oui. L'Ukraine est à l'origine de l'histoire au XXe siècle. Voilà. Elle a été la fondation de la Russie. Sa conversion à l'orthodoxie. Oui, mais nous sommes d'accord. Et elle a toujours fait partie de l'Empire russe. Oui, mais... y compris à Brest-Litovsk, ça lui a été retiré. Et parce que Lénine pensait, il pensait qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu si on demandait la paix. Donc, si vous voulez, c'est la grande illusion actuelle. Et beaucoup de gens partagent cette idée qu'il y aura un vaincu. Et je pense que le vaincu... Écoutez, pour ceux qui parlent de ça, de cette parenthèse d'Ukraine, je ne sais quoi, en 1919 ou 18. Je rappelle que l'Alsace-Lorraine a été allemande pendant... bien sûr, pendant très longtemps. J'ai même plus le chiffre en tête. 70 à 19, ça fait 45 ans. Oui, presque 50 ans. 50 ans. Donc tout ça, c'est... Bon, point. L'Ukraine est russe depuis toujours. Oui. Voilà. Alors, le problème, c'est l'origine de la Russie. Est-ce que vous pensez que nous aurons la paix La paix ? Ah ben un jour ou l'autre on l'aura. Oui, mais je veux dire qu'actuellement, le problème c'est la révolution aux États-Unis. Oui. Elle est en cours mais elle n'est pas faite. Or, la diplomatie que lui veut mener est basée là-dessus. Oui. J'ai renversé la table, j'ai remis les États-Unis sur leurs pieds. Oui. Et dans ces conditions, en effet, je regarde la réalité, la Russie et les États-Unis n'ont pas à être opposés et ennemis. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Mais à l'intérieur du Parti républicain, et alors les démocrates, ils en veulent à Poutine pour d'autres raisons. Eh bien, il n'a pas encore un consensus. C'est ce qui fait qu'il est dans une situation difficile. Eh bien, ce sera une conclusion provisoire. Oui, très provisoire. Je vous remercie de ces éclaircissements, Georges Clément, donc président du comité Trump-Franc. C'est ça. Merci, Georges Clément. Merci, chers téléspectateurs, et à très bientôt. Bonjour et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique, particulièrement dense cette semaine, en mode affranchi. Alors je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Trump nous met une trempe, Wall Street passe à la trappe ». Ouais, il fallait le trouver, ce titre, mais qui résume assez bien la situation. Trump, c'était l'ami des marchés. Wall Street était sa boussole. Et puis, tout d'un coup, il annonce que les pleurs des investisseurs, il n'en a rien à faire, et que si les constructeurs automobiles américains doivent augmenter leur prix, eh bien, il n'en a rien à fiche. Bon, on se disait que là, il y va un peu fort et que lorsqu'il annoncerait la hausse des tarifs douaniers, on verrait qu'il a su rester raisonnable. En réalité, il a fait exactement ce qu'il avait dit et avec une brutalité toute trumpienne et qui, manifestement, a pris les marchés de court. En effet, lors de l'annonce, mercredi dernier, vers 22h10, on a vu le Nasdaq perdre, tenez-vous bien, 5% en ligne droite en transactions hors séance, perdre 5% et moins 4% pour le S&P 500. Cela détruisait, tenez-vous bien, un peu plus de 2000 milliards de richesses boursières. Oui, si ça c'est pas passer Wall Street à la trappe, je ne sais pas comment ça s'appelle. Eh bien, c'est peut-être justement un début de l'opération. Je m'explique. Ça fait maintenant plus de 18 mois que les indices boursiers américains progressaient comme des funiculaires.
avalant tous les obstacles, l'inflation, puis la désinflation, des taux qui montent, des taux qui rebaissent, puis qui remontent, des perspectives de croissance dégradées, rien n'y faisait. Wall Street continuait de monter obstinément. Or, le vrai problème des États-Unis pour 2025, c'est pas de battre de nouveaux records sur Wall Street, c'est de refinancer la dette américaine. Et là, il s'agit pratiquement d'un quart des 36 000 milliards d'encours de dette. Alors, vous voyez que les États-Unis sont pratiquement à 120% de ratio dette sur PIB. La France n'en est pas très très loin. On vient de découvrir que cette année, il y aura en fait 40 milliards de déficit supplémentaires par rapport à ce qui était prévu dans notre budget. Mais bon, revenons aux États-Unis. Trump a donc un premier souci, refinancer la dette, dont une bonne partie provient des mesures de soutien à l'économie de la période Covid, et qui est mieux placé que Donald Trump pour savoir que les chèques fédéraux ont coûté des milliers de milliards aux États-Unis, puisque c'est lui-même qui les a lancés. Alors c'est vrai que la mise à l'arrêt de l'économie américaine, c'est pas Donald Trump, c'était son conseiller santé, monsieur Anthony Fauci. C'est lui le monsieur confinement, c'est lui le monsieur on met les masques, c'est lui le monsieur distanciation sociale, c'est lui restez chez vous, ne retournez pas au boulot, ce qui a provoqué un véritable krach d'ailleurs dans le secteur de l'immobilier commercial. Mais bon, Trump a été obligé de suivre un petit peu l'exemple de la Chine et de l'Europe, et cela a donc coûté des milliers de milliards aux États-Unis. Et c'est ça qui aujourd'hui, ce sont ces dettes émises en 2020 qui viennent aujourd'hui à échéance. L'autre souci de Donald Trump, c'est également de rétablir les balances bilatérales, balances commerciales bilatérales avec les autres pays. Et c'est là qu'on s'aperçoit, lorsqu'il a présenté mercredi dernier son fameux tableau avec les droits de douane appliqués, il montrait que tel pays appliquait 40%, donc il est que près de 20%, c'est l'Europe. Il a montré, y compris le Japon, qui se retrouve avec 24% de droits de douane, comme si le Japon appliquait 48% aux États-Unis. Évidemment, ça n'existe pas. La Suisse, 31% de droits de douane. Est-ce que la Suisse impose les produits venus d'Amérique à 62%? Naturellement, non. En revanche, regardez bien, vous prenez le solde des échanges américains, vous prenez une base 100. Alors, si c'est 50-50, là, les échanges sont équilibrés. Trump applique un tarif universel de 10%. Si par contre, comme avec le Vietnam, vous êtes avec 90% de produits exportés vers les États-Unis et 10% seulement importés depuis les États-Unis, eh bien là, vous vous retrouvez avec un pays qui a un excédent de 90% et Donald Trump applique 45%. Là, eh bien, vous voyez que ça fonctionne. Donc, le but de Donald Trump, c'est non seulement de faire rentrer de l'argent tout de suite, là aussi pour refinancer des déficits, mais le but est également de rééquilibrer durablement les échanges commerciaux. Et ça veut dire quoi ça ? Qu'on n'a pas fini de souffrir, parce que ça ne va pas se faire en 2 jours. Et il ne faut pas imaginer qu'aujourd'hui, on va aller pleurer à la Maison-Blanche pour obtenir une baisse de tarifs. Allez, si on revient de 49 à 44, comme par exemple le Cambodge, ça va rien changer. Ça veut dire que le commerce bilatéral va quasiment s'arrêter. Donc, on est parti pour souffrir un bon bout de temps. Et ça, Wall Street ne l'avait pas anticipé. Mais si l'argent quitte massivement Wall Street, où ira-t-il se mettre à l'abri? Sur les treasuries, c'est-à-dire les bons du Trésor américain. Et ça, cet afflux de liquidités peut permettre aux États-Unis, justement, de passer le cap très difficile de 2025. Allez, on va terminer sur une petite note d'humour. Figurez-vous que la France a de la chance, parce que nous, si on écope de 20% de droits de douane, en revanche, la Guadeloupe, la Martinique, pour eux, ce sera 10%. Pourquoi ? Eh bien, ce sont de petits États caraïbes. En tout cas, c'est ainsi que l'administration Trump l'a vu. Et
des Caraïbes jusqu'au sud de l'Amérique du Sud, eh bien, les droits de douane ne sont que de 10%. Autrement dit, si la France veut exporter sans se prendre les 20%, eh bien, ils n'ont plus qu'à transformer Fort-de-France en un gigantesque comptoir commercial en espérant que les Américains n'y verront que du feu. Bon, évidemment, ce ne sera pas le cas, mais le commerce mondial qui ralentit, vous l'avez compris, ça a un nom, récession. Les tarifs douaniers qui augmentent les prix des produits importés, ça a un nom, l'inflation. Les deux réunis, ça donne la stagflation. Et oui, c'est bien ça qui fait passer Wall Street à la trappe. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.